Alors qu'en est-il sur le terrain, qu'en est-il des opérateurs économiques, comment ça se passe sur le terrain, quels sont les obstacles, les contraintes, et quelles sont les différentes opportunités. Donc pour nous parler de toutes ces choses, donc nous avons le plaisir d'accueillir Si Saleh, qui est président de la MISOL. Et comme introduction, si vous pouvez nous parler de la MISOL, de ses missions, ses objectifs. Très bien, merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs de l'association ADESO d'inviter notre association à cette tribune pour parler de notre secteur, le secteur des énergies renouvelables. Je pense que l'importance n'est plus à démontrer quand il s'agit des questions environnementales, transition énergétique, changement climatique, etc. Il est difficile de passer après ces deux brillants exposés qui ont fait le tour de la question pour mon collègue du ministère qui a dressé tout le contexte de ce secteur et puis le brillant exposé sur l'aspect normatif. Mais bon, je vais vous parler un petit peu, d'autant plus que je n'ai pas une présentation préparée pour la circonstance. Je vais essayer de faire des commentaires par rapport à tout ce qui a été dit au travers du prisme du secteur privé. Donc de l'entrepreneur, de celui qui est, comme il l'a dit Moussaoui, qui est sur le terrain. Je vais essayer d'élargir aussi mon propos aux prérogatives de certains autres acteurs qui, pour des raisons qui ne donnent pas d'importance à cet événement ni au secteur des énergies renouvelables, mais parce que, comme vous le savez, notre pays vit une ébullition dans le secteur, et il y a beaucoup d'événements qui se tiennent en même temps. Donc on est victime de cette chose. Je vais essayer de parer à cette difficulté en élargissant mon speech à l'action d'autres secteurs et d'autres acteurs publics et privés. Bon, pour répondre à votre question, donc, notre association, je me plais à dire qu'elle existe depuis 1987. Ça ne rajeunit pas certains, j'en fais partie. C'est pour dire que notre pays, enfin, son intérêt pour les énergies renouvelables et pour le solaire particulièrement ne date pas, je dirais, d'aujourd'hui ou d'hier. Notre pays s'est intéressé au solaire, donc avec ses deux volets photovoltaïques et thermiques, depuis très longtemps. Il y avait même une industrie, il y a une industrie modeste qui s'est développée, qui a eu plus ou moins de succès. Mais c'est là où je vais rappeler l'importance de la réglementation et de la normalisation, même si parfois ça paraît un peu rébarbatif, surtout pour le public des étudiants. La réglementation est très importante, parce que qui dit réglementation dit marché. La réglementation peut ouvrir ou fermer des marchés. La normalisation, qui dit normalisation, dit industrie. Les pays protègent leur industrie par la normalisation. C'est ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Donc c'est très important. Alors je reviens à l'association. Donc la MISOL a été créée en 1987. Elle regroupe tous les métiers du secteur, c'est-à-dire toutes les sociétés qui agissent dans le secteur solaire et éolien, que ce soit des bureaux d'études, des industries, des intégrateurs, des installateurs, des distributeurs. Donc comme surtout cela était vrai auparavant, on n'était pas très nombreux, donc actuellement nous sommes à peu près 70 membres, et bien sûr nous assistons à un changement d'échelle quant à cette industrie, cette activité. Auparavant on a regroupé tous les métiers et ça reste le cas, c'est le seul représentant du secteur. L'aspect associatif est très important, j'ai parlé de l'importance de la réglementation de la formation. Les associations sont très importantes parce que ils organisent le secteur. Ils constituent une force de proposition, ils contribuent un petit peu à l'élaboration de tout ce qui a été dit, les lois, les réglementations et tout cela. Et justement, comme on a assisté en 2009, à la fin 2009, à l'annonce par Sa Majesté du plan solaire et donc les ambitions autrement plus importantes pour notre pays dans ce domaine, nous avons cru opportun de nous fédérer à des organisations des associations plus importantes. Donc nous avons adhéré à la FENELEC, la Fédération nationale d'électricité et d'énergie renouvelable en 2010, qui elle-même est adhérent à la CGM, tout ça pour faire porter notre voix et essayer d'avoir plus d'influence un petit peu sur ce qui se passe dans ce secteur.
Alors, comme toute association, bien sûr, les actions se résument à quelques points classiques. Donc, il faut assurer une certaine veille technologique, justement, et technique, une veille sur la qualité et la conformité aux normes. Donc, nous avons intérêt à ne pas laisser n'importe quoi, n'importe quel équipement, n'importe quel prestataire agir et être présent sur notre marché. Nous participons justement à l'élaboration de ces spécifications. Nous faisons partie de la fameuse commission dont a parlé Belge, qui est chapeautée par le ministère de l'Énergie. Nous essayons de participer ou de susciter des campagnes de communication et de promotion, parce qu'au départ, figurez-vous, dans les années 90, la conviction et la foi dans les énergies n'étaient pas aussi avérées. Donc il fallait déjà communiquer, faire savoir, faire connaître ces énergies et démontrer leur efficacité, si j'ose parler ainsi. Nous essayons d'organiser des séminaires, des formations continues, des formations pour nos membres. C'est très important. Nous réalisons des études de marché, des études où nous participons à ces études-là, dans notamment certaines études initiées par le ministère de l'Énergie, dans le domaine actuellement des besoins en compétences, des besoins en formation. On reviendra certainement tout à l'heure sur ce sujet. Et puis, bien sûr, nous participons à l'élaboration des réglementations. Actuellement, par exemple, nous faisons partie du comité qui est en train de réfléchir sur les décrets d'application de la fameuse connexion d'extension. Alors, je ne sais pas si je continue de m'avancer ou bien... Donc, je vais structurer un petit peu mon speech, bon, mis à part l'introduction de mon association, un petit peu parler de la situation actuelle, entre guillemets, c'est-à-dire les réalisations dans notre pays, le futur, ce qui est annoncé, et puis certains commentaires par rapport à ces réglementations qui sont mises en place, et les défis et les opportunités que cela ouvre pour notre secteur et le tissu de nos entreprises. Donc, comme je l'ai déjà dit, il y a eu l'annonce du plan solaire, c'était déjà gigantesque, et je rappelle qu'à l'occasion de la COP21, il y a un autre plan, un autre objectif qui a été assigné à ce plan, à savoir 50% de la puissance installée sur notre réseau d'origine énergie renouvelable. Donc, premier point. Dans l'éolien, il y a eu un plan aussi intégré d'énergie éolienne qui a été annoncé et qui aussi, en gros, d'après le taux de croissance de 7%, cela revient, pour ceux qui aiment les statistiques, à doubler la puissance installée tous les 10 ans. C'est énorme. Et imaginez toutes les opportunités d'emploi qui sont créées, tous les investissements qui doivent être faits. Et vous savez que dans l'énergie, c'est des investissements très capitalistiques. Et des possibilités de travail pour les entreprises et pour les jeunes qui veulent créer des entreprises, entreprendre dans ce secteur, c'est vraiment une chance incroyable. Il y a aussi le volet efficacité énergétique, donc, qui a pour objectif, je pense, la réduction de 18% d'ici 15% d'ici 2030 de notre consommation entre guillemets spécifique. Donc la première énergie renouvelable, c'est celle qu'on ne gaspille pas. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus puisque il y a un collègue ministère qui en a parlé. Mais il y a aussi, je dirais en filigrane, derrière tout ça, il y a un autre marché très important, celui qui n'est pas initié par les instances gouvernementales, celui qui doit être développé par des besoins locaux, des besoins décentralisés. Parce que dans le solaire, il n'y a pas que la production d'électricité centralisée. Vous savez qu'on peut très bien, les consommateurs sont par définition dispersés sur le territoire. On peut imaginer des productions pour subvenir à des besoins localement sans passer par le réseau et pour faire l'économie d'utilisation du réseau. Et c'est devenu très compétitif, type pompage, éclairage, on a parlé de certaines applications, télécom, il y a tout un... Et je vais revenir sur ce sujet. Alors juste pour donner une idée sur les réalisations actuelles dans ces domaines, elles restent très modestes par rapport aux chiffres qu'on entend, par rapport aux objectifs qu'on se fixe pour 2020. En gros, si on considère le cumul de tout ce qui a été fait depuis tout le temps, je dirais pour être un petit peu dans le vrai, à 2012-2013 en photovoltaïque, nous avons une puissance installée de 50 MW. Bon, c'est un chiffre très imprécis, c'est peut-être 30, 35, bon, considérons 50 MW.
Donc on voit, enfin, par rapport aux autres chiffres qui sont annoncés, ça reste très modeste. Dans le domaine de l'éolien, on peut être fier. Actuellement, nous avons à peu près une puissance installée qui tourne, qui produit à peu près de 1000 MW. Globalement, sans rentrer dans le détail. Et il y a, avec les 850 MW qui viennent d'être attribués à Siemens, Nareva, etc., et les 150 MW attribués à EDF, on va atteindre l'objectif du plan de 2000 MW avant même l'an 2000. Probablement. Donc là, il y a de quoi être fier. Par contre, dans le domaine du chauffe-eau solaire, je reprends le chiffre de la communauté ministère. Nous, on annonce 400 000, mais c'était 2012. Bon, admettons, aujourd'hui, on est à 530 000 mètres carrés installés. Là, ça nous met plutôt dans la queue du peloton. Si on considère la surface installée par habitant, comparé aux pays du développement similaire, pays de pourtour méditerranéen. Et là, la réglementation n'a pas beaucoup joué. Je vais y revenir. Et il y a un plan ambitieux qui n'a pas été cité, à savoir le plan Chelsea, qui se donne comme objectif, je ne sais pas si ça existe toujours, un objectif d'installer atteindre 1 700 000 mètres carrés d'ici l'an 2020. C'est très important pour notre industrie, puisque c'est une technologie tout à fait accessible pour nos entreprises. Et comme je l'ai dit, bon, il y a tout ce qui est solaire, mais hors plan solaire marocain. Il y a aussi un plan pour le pompage, donc de subvention, parce que de subvention ou d'aide, qui est quand même un plan très ambitieux aussi, qui consiste à installer des pompes solaires et remplacer certaines installations qui utilisent le gaz butane, qui est un concurrent très déloyal, et pour le chauffe-eau solaire et pour le pompage. On voit dans nos campagnes s'installer des pompes avec des moteurs thermiques qui utilisent le gaz butane, qui est subventionné. Et là, il y a un objectif d'installer 4000 pompes, normalement, et qui a du mal peut-être à se mettre en route, mais il y a d'autres projets aussi, notamment dans l'éclairage public. Il y a une agence qui n'a pas été citée, c'est la SIE, qui est une agence gouvernementale, s'appelle la Société d'investissement énergétique, qui est à l'origine de programmes. Bon, c'est une agence qui est liée à l'investissement dans les énergies renouvelables, que ce soit pour la fabrication ou bien pour les applications ou des projets de développement, et qui a initié un projet d'éclairage public efficace, solaire ou pas, retraitement des déchets urbains, et aussi l'éclairage des mosquées. Donc, ce sont les 3 programmes phares qui sont initiés par cette agence. Et je vais vous dire pourquoi nous tient beaucoup plus d'importance à ce genre de programme. C'est parce que c'est ce qui nous permet de développer nos entreprises. Parce que les grands projets ont une taille telle, sont faits selon un modèle économique tel qu'il n'y a pas beaucoup, pour ne pas dire pratiquement pas, d'entreprises nationales qui puissent initier un vague, qui peuvent suivre et participer à ces grands projets. Donc, il faut créer à côté de cela un marché qui permet à ces entreprises de monter en puissance, de développer leurs compétences, etc. Alors, je vais revenir sur... je ne vais pas vous faire... en vous ennuyant, en revenant sur ces lois, etc., mais plutôt pour les commenter, revenir sur le cadre légal, le cadre réglementaire. Effectivement, il y a eu d'abord la loi 1608 en 2008, comme son numéro l'indique, qui a permis le relevé de seuil de l'autoproduction de 10 MW à 50 MW. Il y a une autre loi qui a maintenant, pour l'autoproduction élevée, l'autoproduction à 300 MW. Il y a la fameuse loi 1309, on va y revenir, parce que c'est vrai que c'est une loi qui a, je ne dirais pas révolutionné, mais qui a mis un cadre légal à la libéralisation des énergies renouvelables, en tout cas de la production d'électricité à base d'énergie renouvelable. Mais elle comportait quand même pas mal de garde-fous, pas mal de restrictions pour cadrer et maîtriser un petit peu ce développement. Bon, à un moment donné, les pouvoirs publics font des choix. Il faut bien placer le curseur à un endroit donné, mais en tout cas, cela n'a pas permis de mettre en place et de développer les entreprises, l'industrie locale comme on l'aurait souhaité. Mais les choses sont en train de changer. Donc il y a la création de la FCE, il y a la création
pas la création, mais disons la transformation d'une agence nationale de développement des énergies renouvelables qui s'appelait avant le CUDER, le Centre de développement des énergies renouvelables, et qui est devenu l'Agence de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. C'est un instrument très important qui, en les années 80 et 90, a été très utile pour participer au développement et à la connaissance un petit peu de ces énergies, qui se trouve maintenant plus concentré, je crois, plus sur le programme d'efficacité énergétique, puisque ça me fait la transition de parler de MASEN, qui a été créée par la loi 5709, qui au départ était une agence de réalisation du programme solaire, mais avec l'intervention dernière de Sa Majesté, on en fait l'acteur public qui va coordonner tout ce qui est politique publique des énergies renouvelables. Donc beaucoup de choses vont certainement être annoncées d'ici le mois de juin. Je crois qu'il y a des prérogatives qui vont être, disons, centralisées et ça nous permettra que mieux organiser, je dirais, et cadrer le développement de politique publique dans ce domaine. Il y a, bon, le programme éolien, j'en ai parlé. Et il y a aussi, enfin je reviens là-dessus parce que c'est pas négligeable, c'est l'annonce par Sa Majesté dans le COP 21 de l'objectif 2030, 52% de puissance installée en énergie renouvelable. Cela veut dire que l'objectif de 2000 va être doublé. Pour chaque énergie, pour chaque filière, nous allons atteindre des puissances installées de 4000 à 4500 MW. C'est énorme. J'insiste en termes on ne se rend peut-être pas compte de ces chiffres-là, mais ça représente énormément d'investissements, énormément de postes de travail et d'opportunités de marché pour nos entreprises. À condition qu'il y ait un accompagnement plus, je dirais, audacieux, plus franc de la réglementation. D'abord, bon, je sais que la plupart des choses sont annoncées, mais ils ne sont pas là. Et bon, moi, je suis du secteur privé, je peux me permettre de parler librement. À nos yeux, les choses vont très lentement. L'agence de régulation, par exemple, c'est-à-dire la loi 48-15, elle vient d'être adoptée, ça a été une demande depuis longtemps, et c'est quelque chose d'extrêmement urgent, parce que l'acteur qui joue maintenant le rôle de régulateur, il est jugé parti, c'est l'ONE, le ministère, donc pour les investisseurs privés, ils sont plus à l'aise avec un organe indépendant. C'est tout à fait normal et légitime que chaque acteur essaie de défendre un petit peu ses intérêts, et on a besoin d'un instrument qui soit neutre et objectif. Donc il y a eu la loi, qui a amendé la loi 1309, la 58-15. Je vais revenir sur quelques commentaires par rapport à ces amendements. Et la chose la plus importante dans cette loi, c'est dans son article 5, l'annonce de la possibilité de la connexion d'abstention. Et là, pourquoi c'est très important? Parce que quand on considère les énergies renouvelables, et surtout le solaire, malgré tout, il n'est pas compétitif au niveau très haute tension par rapport aux énergies fossiles. Toujours, bien sûr, dans le contexte fiscal, tarifaire actuel. Parce que bien sûr, si on considère un certain nombre de choses, c'est pas évident que ce ne soit pas compétitif à ce niveau-là. Bref, et en basse tension, nous payons tous notre kilowattheure, 1,40 $, 1,50 $. Dans le domaine du solaire, nous savons être compétitifs aujourd'hui. Et surtout si on s'affranchit de la partie stockage. Utiliser le réseau comme backup. Donc, parce que malheureusement, l'énergie solaire, la matière première, elle est gratuite. L'investissement est ce qu'il est, mais on ne maîtrise pas les moments de production, comme pour les énergies fossiles. On produit quand on peut, quand il y a du soleil. Donc parfois, vous savez, l'électricité, ce n'est pas une énergie qui se stocke, classique, vous le savez, on n'est pas toujours en adéquation entre la demande et la production. Et si on utilise le réseau comme backup, comme ce tampon, et puiser quand on a besoin, verser dans le réseau quand on a annexé et compenser, cela ouvrirait un marché extraordinaire. Bien sûr, il faut encadrer tout cela. Les gestionnaires de réseau, ça leur fait des tracas. Bien sûr, ils sont habitués à une configuration, il y a des points de production et puis un certain nombre de distributions, enfin de clients. Là, c'est des clients qui se mettent à produire. Bon, imaginez un petit peu tout le changement.
Alors, encore une fois, bon, il y a la partie moyenne tension, dont le décret vient d'être publié. Bon, j'aurai quelques commentaires aussi là-dessus. Et la moyenne tension, disons, en gros, ça concerne des installations, je dirais, un peu plus industrielles. C'est-à-dire qui sont au-delà du 20 kW jusqu'à 2 MW de puissance crête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire subvenir à des besoins plus grands que les besoins résidentiels ou domestiques qui concernent la basse tension. Concrètement, c'est tous les espaces de logistique, tous les grands toits, tous ceux qui disposent de très grands toits, de surfaces disponibles, des industries. On a assisté à des... mon collègue du ministère parlait de success story et de CP, etc. Et il y a des expériences un peu plus modestes. La coopérative Copac de Géoda, bon, elle a installé des systèmes de 1 MW, à base de solaire thermique, des installations très intéressantes pour ses besoins en chaleur, en électricité, etc. Donc là, les décrets d'orientation ont été très importants d'être publiés. Ils ont mis 5 ans à être, ou 6 ans à être publiés, mais ils sont là et ils ouvrent un marché très important et surtout une opportunité de travail pour nos entreprises. L'amendement de la loi 1309, parce qu'on oublie souvent de parler d'une autre énergie renouvelable. Cet amendement a parlé de l'énergie hydraulique. N'oublions pas que l'énergie hydraulique est une énergie renouvelable, pas besoin de faire un dessin, et il a ouvert le seuil des installations, des investissements dans ce domaine pour l'acceptabilité de ces projets. Donc le seuil augmente de 12 à 30 MW. Et on a vu, même si c'est encore une fois un secteur où les investissements sont très lourds, sont très importants, des opérateurs privés, il y en a un qui n'est pas loin, là, qui est au niveau de la colline, un acteur très important, un acteur privé qui investit dans ce domaine, que ce soit au Maroc ou dans la région. Aussi dans cet amendement, ça c'est les côtés un petit peu positifs, la loi, je dirais, impose à l'ONE de reprendre l'excédent de 20% de ces installations qui vont être connectées au réseau. C'est-à-dire, bon, il ne définit pas les modalités, comment ils vont être compensés, enfin rétribuer ces 20%, est-ce que ça va être des bilans annuels, enfin bon, il y a un tas de questions qui se posent, mais en tout cas, ça a l'avantage d'être là. Notre pays n'a pas fait le choix de ce qu'on appelle le feed-in tarif, parce que là, ça ouvre des opportunités à des investisseurs qui se transforment plutôt en opportunistes financiers, plutôt que contribuant à produire de l'énergie électrique pour des usages économiquement viables. Mais en tout cas, ce n'est pas un détail, le fait d'imposer à l'ONE, donc aux distributeurs publics, de reprendre jusqu'à 20% donc l'excédent d'énergie. Alors, ça c'est les côtés positifs, il y a quand même des contraintes qui restent là. Par exemple, cet amendement ne prévoit pas la revente aux régies. Parce que je rappelle un petit peu la configuration de la distribution d'énergie électrique dans notre pays, donc à peu près 30% distribués par l'ONE, 30% par les concessionnaires, l'IDEL, Canal10, REDAL, et 30% par les régies. Et le problème, c'est que ces entités ne dépendent pas des mêmes tutelles, n'ont pas les mêmes logiques économiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup retardé, je passe à voir un petit peu tous ces amendements et tous ces décrets de la moyenne et de la basse tension. Donc, un investisseur dans le domaine des énergies renouvelables, il ne peut pas vendre à un client de l'ONE au niveau de tension autre qu'industriel. Bon. Si on veut vendre directement aux régies, aux distributeurs, il y a une logique économique qui est comment dire, contradictoire, parce que ces gens-là, ça veut dire qu'on va leur enlever des clients, et eux, ils sont... je veux dire, si on vend à des clients des régies, excusez-moi, on va aller contre leur intérêt, parce que leur business plan est basé sur le volume de kilowattheures qu'ils vendent et au nombre de portefeuilles de clients qu'ils ont. Bon, il y a les décrets d'application de cette basse tension qui ne sont pas là. C'est un fait, mais ça reste, tant qu'il n'y a pas de décret, on ne peut rien faire sur notre marché. Nous, les privés, bon, c'est pas qu'on n'a pas une vision à long terme, mais on a besoin de vivre avec l'immédiat, avec le marché actuel. Et jusqu'à maintenant, ce marché reste quand même très réduit.
J'espère que cette dynamique créée par la COP22 nous amènera à des décrets avant la COP22, Inch'Allah. Alors, la mise en place de l'agence de régulation, ça a été adopté la semaine dernière. Bon, je pense que là, certainement, elle sera mise en place cette année. Oui, j'ai un peu été, excusez-moi. Bon. Alors, juste quelques mots. Bon, je voudrais citer quelques acteurs qui n'ont pas été cités aujourd'hui, qui œuvrent aussi pour le développement de ce secteur. On a parlé de Mazen, on a parlé d'ADL, ministère de l'énergie et bien sûr, en tant qu'autorité de tutelle. Il y a aussi l'IRESEN, très important, je pense, pour nos amis, les étudiants et les chercheurs et tout ça, bien sûr. La SIE et le dernier, je vais dire quelques mots puisqu'il n'y a pas un représentant du cluster, donc le cluster du salaire. Très bien, parfait. Alors, les opportunités pour notre association ou nos adhérents. Donc, il y a quand même cette fièvre ou cet engouement pour les énergies renouvelables, donc on n'a plus besoin de dépenser beaucoup de budget pour la communication, etc. Je le cite comme opportunité la diminution des subventions, parce que pour le secteur privé, les subventions ne sont pas, c'est un poison en fait, parce que ça crée un marché artificiel, et comme les subventions n'ont jamais le bonheur de rester tout le temps, donc le jour où ils s'arrêtent ou ils sont réduits, ça écroule, enfin c'est ce qui s'est passé en Europe, ça fait écrouler le marché. Il y a les annonces qui ont été faites en COP21 et surtout l'organisation de la COP22 dans notre pays. Et il y a ce changement de la mission de Mazen que je considère comme une opportunité. Et puis il y a le challenge qu'a cité M. le vice-président de l'université, la formation, les ressources humaines. C'est vrai que la réglementation permet de créer, d'ouvrir et de réglementer les marchés, mais une des ressources, c'est la ressource humaine. Et dans le domaine de la formation, notre association est impliquée puisqu'elle préside et fait partie du directoire d'instituts qui ont été créés et dédiés à ces métiers des itinéraires, mais ils sont aussi impliqués dans des projets avec certaines universités, avec des écoles d'ingénieurs, avec l'Office de la formation professionnelle. Alors, les défis qui nous attendent, c'est ce que j'ai avancé tout à l'heure, et ça c'est très important, c'est l'intégration industrielle. C'est que toutes ces dynamiques, tous ces projets ne passent pas dans notre pays sans qu'il y ait une industrie pour servir ce projet, pour servir ce marché, mais à l'image de ce qui s'est passé pour le PAC, exporter notre expérience savoir-faire dans la région africaine, arabe. Le Maroc est cité comme exemple, mais sachez que notre industrie elle est encore embryonnaire dans ce domaine. Bon, nos défis, c'est accompagner et faire aboutir sur le cadre réglementaire, le cadre normatif, c'est très important pour les industriels. Après, il y a d'autres défis, c'est les financements. Une autre ressource très importante pour l'entreprise, c'est le financement. Donc, trouver des financements avantageux, les trouver d'abord. Bon, actuellement, tous les financements sont drainés vers les grands projets, mais l'entreprise, la PME, la TPE, elle n'a pas beaucoup d'interlocuteurs dans ce domaine. C'est une équité fiscale. J'ai parlé tout à l'heure de la concurrence déloyale du butin. L'énergie renouvelable n'a pas encore, on estime, la fiscalité qu'il mérite. Pour être tout à fait équitable au regard aux autres énergies. Donc voilà un petit peu, et puis nous incitons les collectivités locales, le secteur public à donner l'exemple. C'est vrai que depuis décembre, il y a pas mal de projets qui sont lancés au regard à la COP22. Beaucoup d'acteurs publics veulent électrifier des toits, mettre l'éclairage solaire, enfin on a vu, mais auparavant il y avait un calme sidéral dans ce domaine. Bon, je suis désolé si j'ai été long, je reste à votre disposition pour les questions, juste quelques mots. Donc notre association a contribué à la création d'un cluster solaire, c'est important, lui aussi n'est pas très loin, il est installé au Zénith. Donc c'est un espace collaboratif créé avec Mazen comme porteur un petit peu leader et les deux fédérations FIM et FNNEC. Les actions phares de ce cluster, d'abord il loge un incubateur pour les jeunes entreprises et startups. Nous avons des financements. Alors, actuellement, ce n'est pas l'argent qui manque, donc
J'encourage tous les jeunes porteurs de projets à me contacter. Personnellement, j'occupe le vice-président, Silhat, qui fait partie du conseil d'administration. Ensuite, il y a des fonds de financement pour des projets innovateurs. Ils peuvent financer jusqu'à 50% du projet à hauteur de 500 000 dirhams. Des projets industriels pour aider les entreprises à avoir des références, à réaliser des prototypes. Il y a des plateformes de networking. Bon, nous avons créé une plateforme qui regroupe 200 entreprises dans le secteur. Donc ça permet, une fois qu'on est sur ce portail, de connaître qui est quoi, qui fait quoi, etc. Il y a des missions d'assistance et de conseil pour la mise à niveau, aider les jeunes entrepreneurs à notamment instaurer des systèmes de management, des systèmes de qualité, etc. Et puis accompagnement à la certification et labellisation. Donc si on a des produits, des systèmes qu'on veut labelliser, dépôt de brevets, etc. Il y a des financements disponibles pour ça. Merci beaucoup. Merci Sistali pour cet exposé brillant, très exhaustif. Moi j'ai retenu quelques points qui m'ont paru très importants. Le marché, très important, mais qui reste potentiel pour le moment. L'engagement du législateur pour accélérer la production des textes réglementaires, l'intégration, avoir un projet intégré en termes d'industrie, et puis l'équité fiscale.